En Abitibi-Témiscamingue, il y a eu plusieurs moments importants dans la lutte contre la pauvreté. Je pense entre autres au regroupement autonome des jeunes qui ont occupé le lac Ossisco. Je pense au dépôt de la nouille au ministre Trudel. Je pense également à la mise en place d'une dalle sur le refus de la misère. On a souvent participé aux grandes luttes qui étaient lancées par les mouvements provinciaux, mais aussi il y a quelques luttes, je dirais même plusieurs luttes, qui viennent vraiment d'initiatives locales, comme la campagne « Laissons les pauvres gagner leur vie ». Ça allait très mal en Abitibi. Là. Le prix des métaux était très, très bas. Il y avait du chômage partout. Tout le monde était... Écoutez, au Québec, là, il y avait 650 000 assistés sociaux, à peu près 350 000 chômeurs. À l'époque, les jeunes de moins de 30 ans avaient 126 $ de la sécurité du revenu, là, qui était l'aide sociale. Les plus de 30 ans, je pense qu'il y avait autour de 450. La Rage à Rouyn-Noranda, c'était des jeunes chômeurs, chômeuses. Il y en avait des étudiants. Et on avait un plan, dont celui d'occuper le lac Ossisco, de faire une action spectaculaire là, à Rouyn-Noranda, qui avait été imaginé par un de mes amis, là, qui avait une trentaine d'années, puis qui était pour se retrouver là, dans la rue. Là. Notre imaginaire a été frappé, puis à partir de ce moment-là, l'organisation locale, on s'est mis à travailler en conséquence. On a obtenu de l'appui de certaines centrales syndicales, on s'est endetté aussi un peu. Et puis, le 3 février, dans la journée du 3 février, on a envoyé un tel bec. Puis là, le lendemain, bien, tous les médias étaient au courant. On a appelé ça l'opération moins 30, parce que c'est les périodes les plus froides là, de l'hiver. Le Rage fonctionnait beaucoup de cette manière-là, c'est-à-dire que des coups, une conférence de presse masquée, des gens qui se dénudent pendant le congrès du Parti québécois. C'était une façon d'alerter l'opinion publique. Donc, on n'était pas en mesure de réunir 110 milliers de jeunes sur la sécurité du revenu, mais on était capable toutefois d'initier un mouvement d'opinion publique. Puis ça, on a réellement réussi. Il s'en est parlé un petit peu à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le Parti libéral a mis dans sa plateforme électorale pour les élections de 85 la parité de l'aide sociale. Là. Ça a frappé les esprits. Le même genre de choses avec 2012. Le Rage n'a pas inspiré 2012, mais c'est le même genre de colère puis le même genre de carburant. C'est possible que ça allait laisser des traces. ATD, ça veut dire Agir tous pour la dignité. Ce mouvement-là a été parti en 1957 dans un bidonville à Noisy-le-Grand. Le Père Joseph a été appelé à aller là parce que c'était des gens oubliés, des gens mis de côté, et travailler avec ces familles-là pour les faire reconnaître. Et Joseph Wrezinski avait gravé sur le parvis de la Tour Eiffel à Paris la phrase de la dalle « Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits des personnes sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Le mouvement ATD Carmonde a été créé à Rouyn-Noranda en 1986. On s'est rassemblés dans un local et puis ça a commencé comme ça. Une volontaire qui nous écoutait. Moi, c'est ça qui m'a vraiment ébloui. Fait que moi, c'est devenu ma famille, une grande priorité dans ma vie. J'ai été appelée pour aller à la réunion générale annuelle à Paris. J'ai vu cette dalle-là, la phrase. J'ai dit, moi, je veux tout faire, tout mettre en œuvre pour avoir cette dalle-là chez nous, à Rouyn-Noranda. Fait que j'ai fait une demande avec le maire qui avait Gilles Cloutier de Rouyn-Noranda. Fait que je l'ai essayé. Puis il a dit oui, puis c'est quoi? Puis la phrase, puis tout ça, puis pourquoi cette dalle-là? Pourquoi pas dans le parc à fleurs d'eau? J'ai dit non, c'est pas la même chose. Le parc, c'est le parc des plus pauvres à Rouen. Je la voulais parce qu'on la vivait, la misère, on la vivait, la pauvreté. Beaucoup de gens ne sortaient pas de chez eux, puis on leur disait qu'il y a une dalle, il va y avoir une dalle. Puis quand il y a eu l'inauguration de cette dalle-là, il y avait beaucoup de monde qui était là.
La marche du 17 octobre, on a marché, il y avait tout le temps soit les journalistes ou des entrevues à la télévision ou à la radio. Le monde voulait savoir c'était quoi ce mouvement-là. Puis c'était toujours à cause des familles. Qu'est-ce qu'ils voulaient les familles? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé comme symbolique? C'est la première en Amérique du Nord. On a de quoi être fiers. C'est la première hors de France, la première hors de Paris. C'est la signification même qu'il y a de la misère à Rouen, il faut que ça cesse. Il y a de la pauvreté, il faut que ça arrête. La misère, ça a été inventé par les hommes, puis ça prend les hommes pour l'abolir. En 1996, le premier dossier dont on s'est occupé, c'est qu'il y a eu une décision gouvernementale de réduire les barèmes de participation pour les gens à l'aide sociale de 150 $ par mois à 120 $ par mois. Donc, une coupure de 30 $ par mois pour quelqu'un qui participait à une mesure. Les gens de la table se sont mobilisés avec les cuisines collectives. Et on a fait 30 repas à 1 pièce la portion. Et on a pris rendez-vous avec M. Trudel, qui était le ministre et le député de notre région, est allé lui porter devant les journalistes en lui disant « Si pour toi, 30 $ c'est rien, pour une famille, c'est 30 repas, soit 30 dîners, 30 soupers. » En 1999, il y a eu la réforme de l'aide sociale. On nous proposait une réforme qui n'allait pas du tout dans le bon sens. Les gens, encore de la table de pauvreté de Rouyn-Noranda, se sont mobilisés. Et c'est là que l'idée des nouilles est revenue. On a pris rendez-vous encore avec M. Trudel. On lui a apporté un petit sac de nouilles qui contenait 186 nouilles pour le numéro de la loi, plus une nouille pour le jour 1. Le concept, c'était d'ajouter une nouille à tous les jours. Et à ça, était toujours ajouté un message que la personne qui allait porter les nouilles écrivait. Et on a duré pendant 9 mois. On s'est dit, en faisant une action de longue durée, donc basse intensité, mais sur un long terme, on veut que les médias parlent beaucoup plus qu'ils font habituellement du dossier de l'aide sociale. Ce qui est important aussi, c'est la parole des personnes qui vivent en situation de pauvreté. Cette parole-là qui va être non censurée et portée aux députés, ce que souvent on trouve inaccessible. C'est visible et c'était aussi, à la limite, presque ludique. Ça ne demande pas beaucoup, tu as l'impression de faire quelque chose parce que souvent on est dans l'impuissance. Il y a eu un vaste mouvement où on a vraiment favorisé la prise de parole des gens qui étaient directement visés par cette réforme-là. C'était des personnes qui, au départ, ne savaient pas si ils allaient aller l'apporter, leur sac de nouilles, ou qui ne prenaient pas la parole de cette façon-là. Et aujourd'hui, elles sont là, elles sont présentes. Autre chose qu'on a faite, mais qui nous donnait beaucoup de visibilité, c'est qu'on a pensé à remettre des diplômes. Et le premier, c'était Chevalier de la Nouille d'or. C'est pour des actions ou des personnes ou des groupes de personnes qui posaient des gestes positifs par rapport aux personnes à l'aide sociale ou en situation de pauvreté. Le deuxième diplôme, c'était Tirant de la nouille pâteuse. Ça, c'était pour des groupes, personnes qui posaient des gestes négatifs. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier aujourd'hui parce que maintenant, avec les médias sociaux, on va mettre rapidement sur Facebook ce genre de trucs et puis ben, ça s'en va dans l'ensemble des... à cette époque-là, là, on parle de la nouille, mais les groupes communautaires ont envoyé des petits sapins qui puent pour avoir du financement, ont envoyé des pinottes à des... On avait des actions, on intervenait auprès des médias et puis il y avait une couverture qui se faisait différemment aussi. Peut-être qu'il faut s'inspirer de ces actions-là simples, répétitives, pour d'autres luttes. Une autre action qu'on a menée qui a eu beaucoup de visibilité, à Rouyn-Noranda, il y a la fête d'hiver. Et dans le cadre de la fête d'hiver, il y a un concours de sculpture amateur. Donc, il y a un membre du groupe qui, un peu dans le milieu artistique, nous dit « on devrait s'inscrire ». Oui, mais s'inscrire pour faire quoi? Elle dit « on va sculpter un animal et on va mettre le numéro du projet de loi ».
Mais c'est quoi l'animal? C'est un phoque. Donc, ce qui fait littéralement phoque, le projet de loi 186. Celle-là aussi, encore, ça a fait la photo du phoque apparue dans les journaux, les médias en ont parlé. Donc, c'est une foule de petits moyens où tout aussi farfelus les uns que les autres, où on a attiré l'attention. Souvent, on voit le changement social, puis on voit le travail, le travail de communication, d'organisation, de planification, de mobilisation. Mais s'il n'y a pas de plaisir, on perd des gens. Et puis pourquoi ça a duré? Bien, c'est parce que c'était aussi quelque chose de convivial. La TACPAT est une branche comme du collectif pour un Québec sans pauvreté. Nous, on est membres depuis le début. Puis, localement, nous, régionalement, on a pris la décision de prendre une cause et d'essayer de l'amener jusqu'au bout. Quand une personne est à l'aide sociale, veut effectuer un retour sur le marché du travail, on a une limite de gain permis qui est de 200 $. Et à partir du 201e dollar, bien là, les règlements, l'aide sociale font qu'on conserve ce dollar-là. Donc, pour la personne, il n'y a aucune motivation à aller travailler pour se faire enlever. Elle ne sort pas de la pauvreté. Donc, à la table d'action contre la pauvreté, on s'était dit, OK, est-ce qu'on devrait essayer de voir si on peut intervenir en demandant qu'on cesse de justement effectuer ces coupures-là. Puis la TACPAT a déposé un mémoire en 2016. Ça peut faire une méga différence pour quelqu'un d'aller chercher un 3, 4, 500 à 600 $ par mois supplémentaire, et sinon plus. Et pour le gouvernement, on disait, écoute, toi, ça ne te coûte rien. De toute façon, tu la payes, cette personne-là, parce qu'elle ne retournera pas travailler si tu y permets pas. Si tu y ouvres pas une porte pour qu'elle aille. Puis si elle gagne un petit peu de sous, cette personne-là, peut-être que tu vas économiser sur ton réseau de santé, qui va moins craquer parce que justement, la personne va être moins en situation de détresse puis en dépression. Puis on ne demande pas d'augmenter des impôts, on demande juste de laisser les gens gagner leur vie, tout simplement. Le mémoire, pour nous, c'était évident que c'était la meilleure façon de convaincre le plus grand nombre possible de personnes à la pertinence de travailler sur ce projet-là. Je l'appelle projet, c'est un mémoire, mais je peux dire projet. On continue à le promouvoir, puis à le mettre de l'avant, puis à faire en sorte qu'il ne soit pas oublié, qu'il ne soit pas tabletté, parce que c'est le danger souvent avec ce type de mémoire-là. Donc, on le garde vivant à l'intérieur de nos communautés, puis à l'intérieur de toutes nos interactions. La nuit des sans-abri à Amos, elle est arrivée pour une raison fort simple, c'est que les gens ne croient pas qu'il y a des sans-abri à Amos. À Amos, les nuits sont fraîches, même en été. Donc, les sans-abri, il n'y en a pas sur les bancs de parc nécessairement qui dorment toute la nuit là. Les gens ne voient donc pas des sans-abri et ont l'impression qu'ils n'existent pas. Donc, nous, on fait venir des gens, on essaie de faire une activité festive, en fait, pour attirer la population. Mais l'objectif est vraiment de sensibiliser sur l'itinérance, de leur faire comprendre c'est quoi l'itinérance et que ça existe, en fait, tout simplement, même en Abitibi-Témiscamingue. À la nuit sans-abri, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le mois d'octobre, c'est pas pour rien, il fait froid, tout le monde se ramasse autour du feu pour se réchauffer. Donc, on se ramasse finalement avec une personne itinérante et quelqu'un qui travaille, qui vont être autour du feu parce qu'il fait froid pour tout le monde, peu importe comment tu t'appelles. Puis, ça amène finalement des discussions assez approfondies. On fait affaire avec des organisations avant pour nous donner des choses ou nous faire des choses finalement pour la nuit sans-abri. Tu sais, une école qui nous fait des galettes,
immanquablement, ils vont expliquer à leurs élèves c'est quoi qu'ils font et pourquoi. Donc, c'est en ce sens-là aussi beaucoup qu'on va faire de la sensibilisation. Le Tim Hortons, la même chose. Quand on demande du café, on explique le pourquoi, puis les gens sont beaucoup touchés en ce sens-là. Il y a une année, en fait, où on a un entrepreneur qui a donné des manteaux de nœuds à des personnes démunies. Quand on a remis ça, finalement, aux personnes sans-abri, ce que ça a apporté, c'est que ces gens-là étaient moins gênés de retourner à la nuit des sans-abri puisqu'ils passaient plus inaperçus. Puis ça l'a fait une mixité sociale encore plus importante. On a également des médias qui vont venir s'informer sur l'itinérance cachée, sur quelle est l'itinérance finalement en Abitibi-Témiscamingue. Puis ça aussi, ça l'aide finalement à sensibiliser le plus de gens possible. Je crois que la nuit sans-abri a amené un peu de changement au niveau de la visibilité des sans-abri, des itinérants. Ne serait-ce que dernièrement, on sait qu'on en entend énormément parler aux nouvelles. Puis c'est partout au Québec, ça aussi. Donc le fait que ça se fasse un peu partout au niveau du Québec, ça se parle de plus en plus. Les gens, je pense qu'ils n'ont plus le choix de le voir, là.